Je remercie Louise Ferté, Patrice Vermeuren et Lucie Rey de m'avoir invité pour ce colloque, cette journée ou ces journées d'études. Et je vous demande de bien vouloir m'excuser pour le titre à moitié débile que j'ai donné à mon intervention, parce que contre une religion sans Dieu, la réponse est évidemment oui, c'est une religion sans Dieu. Il n'y a pas lieu qu'il y ait un point d'interrogation. Je voulais vous dire aussi que je ne pourrais pas entrer dans le détail de l'explication doctrinale de la religion positiviste en vous présentant le dogme, le culte et le régime, parce que ça n'aurait pas grand intérêt et ce serait d'ailleurs impossible à faire si rapidement. Donc je me contenterai plutôt de poser la question Comte, pourquoi la religion, hein? Pourquoi chez Comte y a-t-il une pensée ou une institution positiviste de la religion? Alors, la société post-révolutionnaire est pour Comte une société en voie de dissolution. Et en ceci, sa pensée n'a rien d'original. Il s'inscrit dans un mouvement très puissant au début du XIXe siècle français, qui est un mouvement de critique des droits de l'homme. Mouvement inauguré par Burke, repris par Bonald, et assumé immédiatement par Saint-Simon et les Saint-Simoniens, même si c'est évidemment en un tout autre sens que le sens qu'avait donné à la critique des droits de l'homme la pensée contre-révolutionnaire. Alors, quelle est l'idée générale de cette critique des droits de l'homme au début du XIXe siècle? Eh bien, l'idée générale, c'est que les droits de l'homme produisent par eux-mêmes des hommes séparés. Les droits de l'homme sont dissociants, parce qu'ils reposent sur une métaphysique abstraite qui postule l'existence d'individus dont la condition naturelle n'est pas sociale. Et au lendemain de la Révolution, les droits de l'homme sont compris par un Burke, par un Bonald, mais aussi par un Saint-Simon, comme l'expression juridique et politique du droit naturel. On rattache les droits de l'homme au droit naturel, au juste naturalisme, à la tradition juste naturaliste, de sorte qu'inévitablement, quand vous êtes dans une logique juste naturaliste, eh bien inévitablement, tous les attachements, toutes les coutumes et tous les liens sociaux hérités, les liens sociaux en tant qu'ils sont hérités de l'histoire, eh bien sont dénoncés comme faisant violence à la personne et à ses droits naturels. Du coup, la société, dans son épaisseur morale, dans l'effectivité de ses mœurs concrètes, est pensée comme une instance qui asservit ou aliène les individus. Et la Révolution française, dont on voit bien au début du XIXe siècle que son essence réside, ou dont on pense, à tort ou à raison, peu importe, mais on dit, en tout cas, on pense que son essence, l'essence de la Révolution française réside dans la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire, comme on l'interprète à l'époque, dans une version du droit naturel, eh bien, cette révolution est considérée, au début du XIXe siècle, en France, comme une instance, comme l'instauration d'un système institutionnel dont la fonction consiste à détruire la société héritée, la société traditionnelle, au motif qu'elle est injuste, pour faire émerger une société dans laquelle ce ne sont que les talents et les vertus des individus, comme le dit la Déclaration, c'est-à-dire au fond leur qualité personnelle, leur mérite personnel, qui déterminent leur place dans la société. Tel est ce qu'on pourrait appeler le dispositif libéral qui commande la politique depuis la Déclaration des droits et la nuit du 4 août. Or, pour Comte, comme pour les Saint-Simoniens, un tel dispositif politique produit des effets dévastateurs qui entraîneraient, au bout du compte, la dissolution sociale s'il n'était contré. Le premier effet dévastateur
de ce dispositif libéral, c'est pour Comte la domination des pauvres par les riches. En effet, les droits de l'homme posent l'égalité et la liberté des individus, c'est-à-dire leur séparation radicale. D'où il résulte que, la loi étant la même pour tous, elle joue nécessairement en faveur des plus riches, puisque ceux-ci se trouvent jouir de la prééminence sociale, c'est-à-dire du pouvoir effectif, tout en étant, de par la loi, exemptés de toute solidarité active avec le peuple. Rien, en effet, d'après les droits de l'homme, n'autorise, ne peut autoriser le législateur à forcer les riches à la solidarité envers les pauvres. Le droit, cela veut donc dire concrètement que les supérieurs n'ont plus aucun devoir à remplir envers les inférieurs. La société des droits de l'homme produit de la non-solidarité. Mieux, le droit empêche que soit posée la question sociale. Et donc, au point où l'on en est, pour Comte, si vous voulez, la société issue de la Révolution française n'a guère fait que substituer, comme il le dit dans un texte, je crois, des Considérations sur le pouvoir spirituel, substituer le monopole de l'argent à celui de la force. Le second effet dévastateur du dispositif libéral est bien plus grave, et du reste, il est la raison profonde du premier. Car après tout, on pourrait très bien se satisfaire d'une société individualiste, d'autant que cette société, c'est celle-là même pour laquelle se sont battus les individus au XVIIIe siècle. Après tout, pourrait-on dire, il est très facile de critiquer l'individualisme, de dénoncer l'égoïsme. Encore faut-il être conscient du sacrifice qu'on exige des individus quand on prétend restaurer la belle communauté, la belle totalité. Qui accepterait, chez les modernes, de se voir confiné d'autorité à sa place, enfermé dans son statut social, dans sa religion par exemple, ou dans sa corporation professionnelle, ou même dans son genre? Si la modernité se définit par l'émancipation, alors il faut bien assumer les conséquences dissolvantes enveloppées dans l'individualisme. Voilà un argumentaire en faveur d'une société individualiste. En fait, il faut bien comprendre que quand Comte critique l'individualisme de la société moderne, ce n'est pas du tout au nom de la belle totalité grecque ou au nom de je ne sais quelle communauté dans laquelle les individus seraient dissous en tant qu'individus, etc. Comte n'est pas maître, c'est au nom de l'individu. C'est au nom de l'individu. Comte, qui n'est ni Maistre ni Bonald, malgré l'hommage qu'il rend à leur approche sociologique, à leur point de vue sociologique de la société, Comte adhère pleinement et sans la moindre réserve au mouvement d'émancipation moderne. La dissolution de la société traditionnelle est nécessaire et elle est bonne. Elle est bonne parce que la société traditionnelle entrave le plein développement de la personne. Mais cela n'empêche pas Comte de dénoncer aussi dans la société individualiste une société qui, elle aussi, en fait, à son tour, entrave le développement de l'individu. Lorsque Comte, donc, à la suite de Saint-Simon et des Saint-Simoniens, met l'individualisme en accusation, ce n'est pas la personne dans son individualité qu'il met en accusation. C'est au contraire la doctrine individualiste, nous dirions-nous volontiers l'idéologie, si vous voulez, individualiste, en tant que cette doctrine mutile, offense et réduit terriblement l'individu à une toute partie malade, qui plus est, de lui-même. Donc c'est au nom de l'individu, dans son intégrité physique, mentale et morale, que Comte dénonce l'individualisme inhérent au dispositif libéral, post-révolutionnaire. Nous sommes donc, d'après Comte, dans une société
qui non seulement court à sa propre dissolution, sous l'effet de l'empire du droit, dont vous avez compris que pour lui, ça n'est que l'empire de l'argent, mais encore qui dissout ou qui mutile gravement les individus en tant que tels. Dès lors, terminer la Révolution, vous savez que c'est le grand projet de tous les penseurs au XIXe siècle, terminer la Révolution, c'est bien ça que veut faire Comte, c'est son projet politique. Il veut terminer la Révolution, c'est-à-dire l'accomplir, réaliser la promesse dont la Révolution est porteuse, ce qui implique que l'on comprenne pourquoi le mouvement d'émancipation des esprits a abouti à cette situation paradoxale d'un nouveau despotisme, celui de la richesse, étayé sur une doctrine individualiste qui dissout les liens sociaux et entrave le développement des individus. Une telle compréhension ne saurait être pour Comte que le fait de la science sociale et non de la philosophie politique, parce que les catégories mêmes de la philosophie politique empêchent que soit réglée la question sociale et même qu'elle soit posée. La science sociale ou sociologie est une science de la nature humaine, de l'esprit humain et des lois de son développement. Et seule, elle a la clé de la terminaison ou de la réalisation de la promesse révolutionnaire. Or, la science sociale de Comte aboutit à cette proposition. La société ne parviendra à s'organiser conformément à la promesse moderne ou à la promesse révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne pourra satisfaire la demande conjointe de justice et de liberté individuelle que lorsqu'elle se sera elle-même religieusement instituée. Donc pour Comte, la solution au problème politique posé par la Révolution française, qui est le problème de l'inadéquation entre les principes idéaux d'égalité et de liberté et la réalité brutalement hiérarchisée des rapports sociaux dans le monde industriel, inadéquation qui produit la dissolution de la société et la dégradation des individus, eh bien, la solution de ce problème est, pour Comte, une solution religieuse. Alors, avant de montrer le paradoxe de cette proposition comtienne en politique et d'essayer d'expliquer ce paradoxe, je dois commencer dans un premier moment par exposer la conception que Comte se fait de la modernité en tant que la modernité se rassemble tout entière dans la critique. Parce que c'est ce point qui détermine en fait sa conception du devenir religieux de l'humanité. Alors si le XVIIIe siècle marque bien le règne de la critique ou le triomphe de la critique, l'esprit critique ou l'esprit d'examen est, pour Comte, beaucoup plus ancien. En un sens, il faut même aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas d'intelligence qui ne soit critique. La critique n'est en effet rien d'autre que la conscience elle-même, c'est-à-dire cette activité de mise à distance, donc cette activité d'objectivation réflexive. Et en tant que telle, la critique est précieuse, et Comte a toujours fait, dans toutes ses œuvres, l'éloge de la critique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Elle est précieuse en tant qu'elle est l'instrument nécessaire de la destruction du dogmatisme et du despotisme qu'enveloppe toujours le dogmatisme. Donc, on pourrait dire, et on doit dire, que la critique est d'une certaine manière inhérente à l'esprit scientifique lui-même. Comte, encore une fois, ne critique pas la critique, il ne fait pas une critique de la critique en ce sens-là du mot critique. En revanche, il constate qu'à partir du XVIe siècle, et de façon toujours plus approfondie au XVIIe et au XVIIIe siècle, jusqu'à cette espèce d'acmé incroyable du XVIIIe siècle. Fabienne, tout à l'heure, nous expliquait que finalement, les Lumières radicales, ça consistait à transgresser
Alors on a envie de dire transgresser. Pourquoi? Pourquoi établir à la place? Rien d'autre que transgresser. Ce que constate Comte, c'est que, en quelque sorte, au XVIIIe siècle, la critique s'est absolutisée. Elle s'est absolutisée et du coup, elle s'est elle-même dogmatisée, ce qui est le comble du paradoxe pour la critique. Elle a donc été comprise, nous dit Comte, en un sens organique et non plus critique. Elle a été, pourrait-on dire, sacralisée. C'est ça le paradoxe et c'est ça le mal. La science sociale, n'existant pas encore à l'âge classique et ne pouvant pas exister, et le système catholique féodal qui réglait la société et gouvernait les esprits, étant déjà entré pour sa part dans sa phase de décomposition, rien ne pouvait indiquer, nous dit Comte, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait bâtir concrètement, positivement, pour remplacer cette ancienne société en train de mourir. De sorte que le coup de grâce à l'ancien régime n'a pu être donné que par des principes abstraits, indéterminés et surtout absolutisés, et comme tels, directement destructeurs de la société. Liberté, égalité. Je ferai sa part à la fraternité plus tard, parce que justement la fraternité n'est pas dans les droits de l'homme. Alors il faut remonter à la racine de cette conception comtienne des effets nocifs de la critique. La mise en œuvre révolutionnaire du dogme de la liberté et de l'égalité n'est que la traduction politique, pour Comte, d'un dogme plus fondamental qui est celui de la liberté illimitée de conscience. Là aussi, il faut faire attention aux mots. Comte écrit toujours de façon très précise, trop même d'après certains, ce qui le rend illisible. Comte ne critique jamais la liberté de conscience. Ce qu'il critique, c'est la liberté illimitée et indéterminée et indéfinie de conscience, précisément parce qu'elle se retourne en son contraire. Je cite, le droit absolu du libre examen ou le dogme de la liberté illimitée de conscience, c'est essentiellement par là que toutes les intelligences ont aujourd'hui réellement adhéré à l'esprit général de la doctrine révolutionnaire. Donc nous partageons tous, c'est presque entré dans nos mœurs, nous dit-il, dans nos activités mentales spontanées. Nous adhérons tous à cette idée que la conscience a un droit absolu et illimité d'examen sur toute chose. Et donc le fond de la modernité réside du coup dans cette anarchie intellectuelle. L'anarchie n'est ni politique ni sociale, il y a une anarchie plus profonde qui est la source de l'anarchie politique et sociale, c'est cette anarchie intellectuelle que produit, je cite encore, le droit individuel d'examen souverain sur toutes les questions sociales ou le dogme du droit universel absolu et indéfini d'examen. Et donc la liberté illimitée de conscience se traduisant dans le champ politique par, je cite, la liberté permanente laissée à chacun de remettre chaque jour en discussion indéfinie les bases mêmes de la société, eh bien on voit bien que la négativité inhérente, il me semble que c'est ça que veut dire Comte, la négativité inhérente à l'examen empêche, dans un monde qui appelle chacun à s'ériger toujours en arbitre souverain des diverses théories sociales, empêche l'émergence de la positivité. C'est-à-dire que nous sommes tellement imprégnés d'esprit critique que nous ne tolérons plus la constitution d'une doctrine sociale qui prétendrait à la vérité positive sur la société. Chacun des dogmes de la doctrine critique, écrit Comte, quand il est pris dans un sens organique, c'est-à-dire quand d'une certaine manière il y a un malentendu sur le sens même de l'exercice critique, chacun des dogmes de la doctrine critique, quand il est pris dans un sens organique, revient exactement à poser en principe que la société ne doit pas être organisée. Et Comte dit que cette proposition, la société ne doit pas être organisée,
c'est le dogme négatif qui empêche que nous puissions sortir du dispositif libéral. Il résulte de cette analyse que, aux yeux de Comte, la critique, en tant qu'elle s'est absolutisée, c'est-à-dire qu'elle se trompe sur elle-même, eh bien, la critique est négation et non plus examen. Et donc la modernité est atteinte d'une pathologie négativiste ou nihiliste, de sorte que, disqualifiant toute croyance en tant que croyance, toute opinion en tant qu'opinion et tout savoir en tant que savoir, la critique finit par n'avoir plus aucun objet sur lequel s'exercer. Elle attaque alors, nous dit Comte, les conditions mêmes de toute existence sociale. Bref, sa réflexivité indéfinie et indéterminée la conduit fatalement à vider le réel de toute substance jusqu'à ce que le réel s'effondre dans le néant. Et c'est pourquoi, nous dit Comte, il est urgent, alors vous voyez qu'il est urgent de substituer à cette doctrine critique purement négative et dissolvante la science sociale, cette science sociale qui substitue les lois naturelles de la société aux volontés, puisque pour Comte, les volontés humaines telles qu'elles s'expriment dans, par exemple, le système représentatif, sont tout aussi arbitraires que n'importe quelle volonté divine. Dès lors que les choses politiques sont réglées par des volontés et non par la science, elles sont arbitraires, et que 100 000 veuillent la même chose ou 10 millions veuillent la même chose ne rend pas la décision plus rationnelle et donc plus juste. Ceci étant, on voit bien que l'absolutisation même de la critique, sa sacralisation, sa dogmatisation paradoxale, prouve bien une chose, c'est que l'esprit humain ne peut pas se passer de doctrine. Et quand il n'est pas en état de produire une doctrine positive, comme c'était le cas des révolutionnaires qui n'étaient pas encore en possession de la sociologie, de la vraie science de la société, eh bien alors l'esprit adhère à une doctrine négative. Il se fait, à la lettre, nihiliste. Il veut le rien parce qu'il ne peut pas ne rien vouloir. Et c'est sous cet angle qu'il faut considérer les choses si l'on veut comprendre comment et pourquoi Comte en vient à affirmer sa proposition religieuse. Alors je vous disais, apparemment il y a là un paradoxe insurmontable dont on voit bien la force dans l'abandon par certains positivistes, par certains disciples comme Littré ou par certains sympathisants comme John Stuart Mill de Comte, après ce qui passe parfois, à tort à mon avis, pour un tournant religieux du fondateur. Paradoxe parce que tout le monde a suffisamment entendu parler de Comte pour savoir que le cœur de sa philosophie, c'est quand même l'idée que l'esprit passe successivement et nécessairement par trois états nécessaires, l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif, et que selon la loi des trois états, l'état théologique est dépassé. Et il est dépassé dans tous les domaines de la connaissance maintenant que Comte lui-même a fondé la sociologie. Or, cet état positif qui substitue à la recherche des causes la détermination des lois, qui substitue partout le relatif à l'absolu, est évidemment diamétralement opposé à l'état théologique. L'état théologique est fictif. Dans l'état théologique, l'esprit se repaît et s'enivre de ses propres chimères, de ses propres illusions, et il ne fait aucun doute, à mes yeux, mais c'est peut-être à discuter, avec plus savant que moi en Comte, que Dieu, en tout cas le Dieu du monothéiste, est une illusion, une fiction. Le concept de Dieu ne résiste pas à l'analyse rationnelle. C'est une illusion nécessaire peut-être dans l'état d'enfance individuelle et collective où se trouve l'humanité à l'origine, mais enfin c'est une illusion, pure et simple. Et dans tous ces textes sur le théologisme, Comte explique la nature et la nécessité de l'illusion. On a du mal donc, vu la sévérité des textes de Comte sur la théologie, à penser qu'il puisse avancer une proposition politique religieuse. Le principe de sa critique du théologisme est simple.
L'esprit ne peut lier les phénomènes en un ensemble, il ne peut les synthétiser pour en faire un système cohérent qu'à partir du moment, qu'à partir de ce qu'il connaît déjà ou croit connaître. Donc l'esprit ne procède que par analogie, et le seul type qu'il a pour embrasser les phénomènes, à l'origine, c'est lui-même. Et c'est pourquoi, croyant que c'est son âme qui anime son corps, l'homme est primitivement fétichiste, c'est-à-dire qu'il va projeter à l'extérieur le seul type qu'il a pour comprendre le mouvement. À mesure que les hommes observent les régularités, d'abord astronomiques, puis physiques, ils évoluent intellectuellement et passent du fétichisme à l'astrolatrie, puis au théologisme, d'abord polythéiste et enfin, dernier stade de la synthèse fictive, au monothéisme. On voit bien que Comte écrit, comme Hume, et à la suite de Hume, une véritable histoire naturelle de la religion. Alors je m'arrête une seconde sur sa critique du monothéisme. Je ne peux pas entrer dans le détail, il y a des milliers de pages qui sont absolument fascinantes sur chacun des stades, sa nécessité, sa fonction sociale, etc. etc. Il reconnaît toujours, il fait toujours un bilan en disant ce qu'il y a de positif, ce que ça apporte à l'humanité, pourquoi ça tombe, pourquoi ça ne suffit pas, etc. Je me contente du dernier stade de la synthèse fictive, c'est-à-dire, et sous un aspect seulement, c'est-à-dire sa critique du concept de Dieu, du concept monothéiste de Dieu, et les effets dégradants de la religion monothéiste, et notamment de la religion catholique. Pour ce qui est de la fragilité logique du concept de Dieu, elle n'est pas bien difficile à comprendre, Évidemment, le concept monothéiste de Dieu enveloppe l'attribut de la toute-puissance, l'omnipotentia, qui se traduit par le dogme de la création ex nihilo, c'est-à-dire d'une création qui n'est pas causée. Affirmer que Dieu est tout-puissant, c'est affirmer qu'il n'y a aucune raison antécédente à la création qui le détermine à créer et qui le détermine à créer ceci plutôt que cela. Dieu a créé sans cause ni raison, et donc l'acte de création est arbitraire. Et il n'y a en effet dans le monothéisme, si vous réfléchissez au fond, que deux cas de figure possibles. Ou bien Dieu a été causé ou motivé à créer, auquel cas il est soumis à un styx logique et il n'est pas tout-puissant, et donc ce n'est pas Dieu. Ou bien Dieu est vraiment tout-puissant, auquel cas ses décisions ne sont motivées par aucune raison ni déterminées par aucune cause, auquel cas c'est un tyran qui se conduit par des volitions arbitraires. On arrive donc à cette étrange élaboration spéculative dans le monothéisme, nous dit Comte, c'est pas ces mots mais je reformule, un Dieu despote, puisqu'il agit sans raison, joint à un Dieu fainéant, puisqu'une fois qu'il a créé le monde, il ne fait plus rien. Sauf quand, par un sursaut d'arbitraire, il fait des miracles. Ça ne tient pas la route du tout. Le Dieu créateur et unique des religions monothéistes ne résiste donc décidément pas à l'analyse. Mais surtout, ce Dieu dégrade les fidèles, ses fidèles, et se dégrade lui-même. Il dégrade ses fidèles par le culte qu'il en attend. Tout-puissant, il veut pourtant qu'on l'adore, qu'on chante ses louanges et sa gloire. C'est donc un Dieu pitoyable à la vanité puérile. Quant aux croyants, outre qu'ils sont abrutis, puisque leur intelligence a été soumise à l'idée d'un Dieu créateur et tout-puissant, leur prière n'est jamais pure, elle n'est jamais désintéressée. Comte constate que la prière des monothéistes est toujours mercenaire. Ils demandent quelque chose. Et il dit que dans la religion positiviste, on ne demande rien. La religion positiviste manifeste une spiritualité beaucoup plus pure, parce qu'il n'y a aucun échange commercial dans la religion positiviste, alors que c'est le cas dans le catholicisme, et dans le judaïsme aussi bien du reste. Donc la prière monothéiste est mercenaire. Et enfin, ce Dieu, et c'est vrai surtout du Dieu catholique, repose sur et favorise une morale égoïste. En termes bergsoniens, on dirait que le monothéisme est une religion close. L'Ancien Testament
est une religion, dans l'Ancien Testament, si vous voulez, le salut est national, hein, c'est une religion nationale, la religion juive, et dans le Nouveau Testament, c'est encore pire, puisque le salut est personnel, et il n'est même plus collectif du tout. Donc on le voit, il y a tout un pan de la pensée de Comte qui s'inscrit dans la tradition critique, au fond, la plus radicale, et d'autant que Comte ne revient jamais sur ces analyses. Ce ne sont pas des analyses de jeunesse, c'est des analyses que Comte poursuivra tout le temps. Alors, en quel sens doit-on donc entendre sa proposition religieuse? Quel sens est-ce que ça a pour Comte? Pourquoi, si vous voulez, la philosophie positive, si profondément réfractaire à la théologie, devient-elle une religion positiviste? Pourquoi le positivisme devient-il religieux alors que, à l'évidence, Dieu ne fait pas l'affaire? Mais justement, Comte distingue radicalement la religion du théologique. Il n'y a pas de solidarité nécessaire, il n'y a pas de nœud, de lien nécessaire entre la religion et la divinité ou la sacralité. Alors pour le comprendre, il faut en revenir à l'état théologique avec un peu plus de précision. Pourquoi, au juste, l'esprit commence-t-il par élaborer des fictions théologiques? Pourquoi est-ce nécessaire? Parce qu'il est pris dans un cercle épistémique dont la seule issue est la fiction théologique. Je cite un passage, c'est le tout début du cours de philosophie positive, hein, c'est 2 pages après le début, dans la première leçon. Voici ce que dit Comte. Si, d'un côté, toute théorie positive doit nécessairement être fondée sur des observations, il est également sensible d'un autre côté que pour se livrer à l'observation, notre esprit a besoin d'une théorie quelconque. Si, en contemplant les phénomènes, nous ne les rattachions point immédiatement à quelques principes, non seulement il nous serait impossible de combiner ces observations isolées, et par conséquent d'en tirer aucun fruit, mais nous serions même incapables de les retenir, et le plus souvent, les faits resteraient inaperçus sous nos yeux. Hein, donc ça, c'est, si vous voulez, le moment où l'aspect profondément anti-empiriste, anti-table rase de Comte, il ne pense pas que la science se fait par une accumulation passive ou un enregistrement passif des données de l'observation. Il n'y a pas d'enregistrement des données de l'observation qui ne se fasse à l'intérieur d'un cadre susceptible de les lier, tout simplement. Il faut bien que nous lions nos observations pour qu'il y ait des observations. Donc, voilà un cercle, nous dit Comte. Hein. L'esprit doit observer pour théoriser, sauf qu'il doit théoriser pour pouvoir observer. À sa naissance, l'esprit humain se trouvait donc pris, enfermé dans un cercle vicieux dont il n'aurait pu sortir, nous dit Comte, si, je cite, « s'il ne se fût heureusement ouvert une issue naturelle par le développement spontané des conceptions théologiques ». Il y a donc une véritable, je cite encore, nécessité logique du caractère purement théologique de la philosophie primitive. Bon. Mais par là même, on voit bien qu'il y a une nécessité qui n'est pas du tout primitive, mais qui est essentielle. Il y a une nécessité logique, qu'il existe une théorie qui synthétise les données de l'expérience. Autrement dit, l'esprit ne peut pas penser sans faire de synthèse. Et seule la synthèse théologique est provisoire. Mais une fois que Dieu est mort, l'esprit n'en a pas moins toujours besoin de synthèse. À mesure que la science positive progresse et conquiert de nouveaux domaines, hein, d'abord l'astronomie, puis la physique, puis la chimie, puis la biologie, eh bien la synthèse théologique devient caduque, se brouille et finit par disparaître au profit de ce que Comte appelle la synthèse objective, c'est-à-dire la liaison toujours mieux organisée des phénomènes sous les lois de la simultanéité et de la succession. Raison de plus pour que la religion disparaisse, dira-t-on. Eh bien non, justement non. Et c'est à ce point précis, à ce moment précis de son argumentation, que Comte va avancer ou réactiver la proposition religieuse. La théologie n'est qu'un moment
de la religion. La religion n'est pas intrinsèquement nouée ou dépendante de la théologie. Et donc la religion reste nécessaire comme synthèse une fois que la théologie est morte. Pourquoi ? Pourquoi faut-il que la synthèse se dise dans le langage religieux ? Parce que, de par la nature même de son développement, la rationalité scientifique se spécialise et se diversifie, se disperse à mesure qu'elle se perfectionne. C'est une loi de la division du travail, qui joue évidemment dans les sciences. Comte est, à ma connaissance, non pas certes l'un des premiers penseurs de l'éclatement de la rationalité, certainement pas, mais au moins l'un des premiers penseurs de la pluralité irréductible de la rationalité scientifique. Ce qu'il veut dire par là, enfin ce que je veux dire par là, c'est que pour Comte, chaque science a son esprit propre, sa méthode, sa logique. Il ne peut pas y avoir un discours de la méthode valable pour toutes les sciences, car chaque science procède selon des normes qui sont déterminées par la nature des phénomènes qu'elle observe. Ce n'est pas la même chose que de faire de la biologie et de faire de la physique. Et d'ailleurs, hein, c'est bien pourquoi l'objet même du cours de philosophie positive, il y a une philosophie positive au-dessus de la positivité spontanée des sciences, eh bien l'objet même du cours de philosophie positive consiste à dégager l'esprit de chaque science, l'esprit des maths, l'esprit de l'astronomie, l'esprit de la physique, etc., de manière à articuler philosophiquement leur organisation systématique en un ensemble qui respecte pourtant la différenciation de chacune des sciences. Ce qui explique qu'en plus des sciences, il fallait une philosophie des sciences, c'est-à-dire une philosophie positive, qui soit aussi une philosophie positiviste. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut faire un pas de plus, car là nous sommes arrivés à la philosophie, qui synthétise l'esprit des sciences. Vous voyez, donc chaque science synthétise, la philosophie positive synthétise les sciences, et là-dedans il n'y a pas de religion. Pourquoi est-ce qu'on fait un pas de plus vers la religion ? Eh bien parce que l'usage a réservé le mot de synthèse aux opérations de l'intellect. Or, la vie humaine, nous dit Comte, ne relève pas que de l'intellect, et même elle ne relève pas essentiellement de l'intellect ou de l'intelligence. La physiologie cérébrale de Comte enseigne que l'âme est composée de 3 parties. Ça, c'est très moderne. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un des premiers qui retrouve l'idée d'une multiplicité interne des parties de l'âme, hein, ce qui avait été refusé par la philosophie moderne depuis Descartes et Locke, au moins, hein, où l'âme est indivisible et où elle n'a pas de parties. Elle a simplement des modes. Et, avec Comte, tout d'un coup, et avec la physiologie cérébrale, l'âme retrouve des parties, et donc se repose la question qui avait disparu de l'harmonisation intérieure de ces parties de l'âme en un tout parfaitement structuré, ou en un tout harmonisé. Donc l'âme a 3 parties, dont chacune a ses tendances et ses instincts propres. Ces 3 parties, ce sont la pensée, l'action et l'affect. Eh bien, la religion, c'est cette synthèse supérieure, ou cette métasynthèse en quelque sorte, qui consiste à produire l'harmonie de ces 3 parties intérieures de l'âme, qui tendent certes spontanément à concourir, mais qui sont aussi victimes de pathologies, et notamment selon la société dans laquelle on se trouve. Hein, et c'est pourquoi il faut une philosophie qui soit capable de systématiser le concours spontané des parties de l'âme et de permettre leur déploiement intérieur optimal. Donc la religion consiste à produire l'harmonie, le développement optimal, ou encore, selon cette très belle expression de Comte, le consensus intérieur, qui fait qu'un individu développe son existence au mieux de sa nature.
La religion consiste donc à la lettre à perfectionner, au sens latin du verbe perfectionner, c'est-à-dire d'amener à son parachèvement immanent, à perfectionner l'existence de manière à ce qu'elle produise la plénitude que comporte sa nature propre. L'office de la religion consiste donc à régler chaque existence individuelle et pour cela à rallier les diverses existences entre elles, parce qu'on ne peut pas régler l'intérieur de l'âme si la société n'est pas réglée. Et c'est pourquoi la religion de Comte est aussi une politique. La véritable unité, écrit Comte dans le système de politique positive, consiste à lier le dedans et le relier au dehors. Alors d'après Comte, la vie humaine ne peut être conduite à la perfection que comporte sa nature que si l'activité et l'intelligence sont équilibrées par cette puissance modératrice et ce grand régulateur qu'est le sentiment, l'affect. L'activité sans affect est brutale, violente et destructrice. La pensée sans affect est oiseuse, divagante et sèche, abstraite. Or, le mouvement moderne d'émancipation, la critique, par où j'ai commencé, a été un mouvement d'insurrection de l'esprit contre le cœur. La longue insurrection de l'esprit contre le cœur, c'est ça qui nous définit, nous les modernes occidentaux. Les modernes, dit Comte, ont en quelque sorte hypertrophié, le mot n'est pas chez Comte, mais je crois que c'est vraiment l'idée, ont hypertrophié l'intelligence et moqué le sentiment, qu'ils ont dénoncé comme un sentimentalisme. Donc le mouvement moderne est un mouvement d'insurrection de l'intelligence contre l'affectivité, mais c'est aussi un mouvement d'émancipation sauvage de l'activité, comme on le voit dans la frénésie productive. Et par cette double hypertrophie de l'intelligence d'un côté et de l'activité de l'autre, au détriment de ce qui est le grand régulateur de la vie humaine, c'est-à-dire l'affect, eh bien par cette double hypertrophie, les âmes modernes sont devenues égoïstes et veulent. Les riches sont inhumains et les pauvres pleins de ressentiment et de jalousie et d'envie. Quant aux lettrés, ils ont beau être très fiers de leur posture critique, ils n'en font pas moins, dit très sévèrement Comte, ils n'en font pas moins le jeu des puissants, car l'intellect étant faible, il ne peut et torpide par nature. L'intelligence est une toute petite partie de l'esprit, de l'âme. L'intelligence étant faible, il ne peut se mettre qu'au service d'un affect. Soit il se mettra au service d'un affect bienveillant et altruiste, soit il se mettra au service d'un affect individualiste, c'est-à-dire qu'il se mettra au service de la force et de l'égoïsme, et la posture critique est toujours au service de l'égoïsme, parce qu'elle est toujours au service de l'individualisme. Alors je termine. On voit en quel sens l'individu de la société individualiste est en réalité mutilé, offensé dans son individualité propre. C'est tout simplement, aux yeux de Comte, qu'il lui est impossible, dans la société actuelle, de produire en lui ce consensus intérieur, c'est-à-dire le développement harmonieux des trois parties de son âme, sans lequel il ne devient donc qu'un fragment malade de lui-même. On comprend désormais le sens politique de cette religion de l'humanité, dans laquelle il n'y a plus de transcendance à proprement parler, ni de sacralité à proprement parler. Religion de l'humanité dont la fondation répond très exactement au projet conscient de remplir réellement la promesse révolutionnaire, c'est-à-dire la promesse d'une vie sociale qui convienne en même temps aux aspirations légitimes de la personne. Tant qu'elle sera prise dans le dispositif libéral, c'est ce que nous dit Comte, la société post-révolutionnaire ne pourra pas en fait réaliser la promesse révolutionnaire, donc elle ne pourra pas terminer la révolution.
Parce que nécessairement, dans le dispositif libéral, l'esprit révolutionnaire oublie l'essentiel, à savoir la fraternité. Dans le dispositif libéral, la fraternité n'a guère de place que celle d'un vague sentiment philanthropique, bien incapable de lutter efficacement contre le seul point solide dans ce monde qui est l'intérêt personnel. Et c'est cette société d'individus séparés et en guerre les uns contre les autres que Comte voit dans le monde anglo-saxon. Il est très sévère, il y a beaucoup d'anglophobie dans la philosophie française du 19e. Et il y a beaucoup enfin chez Comte en particulier, vraiment les protestants n'ont pas sa sympathie. C'est cette société d'individus séparés et en guerre les uns contre les autres que Comte voit dans le monde anglo-saxon, qui est, dit-il, privé de fraternité, et qu'il craint pour l'avenir de l'humanité. Il craint une anglicisation du monde, parce que c'est un monde où la contradiction entre égalité et liberté, n'étant pas relevée par le sentiment de fraternité qui doit être religieusement institué, eh bien produit une société où en vérité les hommes ne sont ni libres ni égaux, mais simplement dans un état de compétition permanente et donc de destruction à la fois les uns des autres et de destruction de leur vie intérieure. Voilà, ça n'a pas été trop long, j'espère.